marcher, courir, sauter sont trois activités au centre de toute la motricité humaine, qu'on parle de la motricité de monsieur, madame, tout le monde pour vaquer à ses occupations, et bien sûr de la motricité sportive. Tous les sports terrestres sont à base de marche, de course et de saut sous une forme ou une autre. Bon, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais par contre, on a à l'esprit la chose suivante, c'est que pour réaliser cette marche, cette course et ces sauts, la première surface de notre corps qui est en contact avec le sol, c'est le pied. Là encore, ce n'est pas un grand scoop, mais ce qui est important et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est si on parle du pied, on parle aussi très rapidement du mollet. Quand on parle du mollet, souvent on sous-entend le triceps sural en anatomie. Le triceps sural est composé de deux muscles, les gastrocnémiens, qu'on appelait avant les jumeaux, on va dire les gastro aujourd'hui, c'est plus simple, ça en fait deux, et en dessous, les solaires. Il faut savoir que donc triceps sural c'est 3. On considère qu'il y a jumeaux internes, gastro-interne, gastro-externe, ça fait 2, plus solaire, ça fait 3, dont le triceps, donc le triceps sural dont je viens de parler. Je vais vous les montrer, c'est encore plus simple. Ça, c'est les gastrocnémiens, les jumeaux. Gastrocnémien interne, gastrocnémien externe. Et là, dessous, je ne sais pas si vous le voyez, plutôt en profondeur, qu'on voit assez peu, c'est le solaire. Il faut savoir que le solaire et les gastrocnémiens, donc le triceps sural, pour reprendre l'expression consacrée, sont des muscles qui sont difficiles à hypertrophier et en plus vachement sensibles à l'atrophie musculaire. Donc c'est un peu la double peine. Étant donné son importance et sa difficulté à s'hypertrophier, il est toujours étonnant de constater qu'on s'occupe assez peu du triceps sural en préparation physique sportive. En culturisme, c'est bien moins vrai, évidemment, mais c'est un peu les grands oubliés, les muscles de la loge postérieure du mollet. Or, quand on parle de triple extension hanche, genou, cheville, on dit bien hanche, genou et cheville, mais cheville, on s'en fout un peu. Donc, je suis très content de vous décortiquer une étude japonaise qui vient de sortir en 2023, où ils se sont demandés sur des mouvements monoarticulaires, c'est-à-dire qui implique une seule articulation, à savoir l'extension de la cheville ou encore la flexion plantaire, c'est synonyme, flexion plantaire ou extension. Je vais donner le terme extension aujourd'hui, il est plus parlant quand même pour la majorité d'entre nous. Donc cette équipe japonaise a fait quoi? Ils se sont intéressés à l'impact sur l'hypertrophie d'un programme de 12 semaines de renforcement monoarticulaire, à savoir sur l'exercice du mollet debout versus l'exercice du mollet assis, genou à 90 degrés. Ce qui est intéressant aussi et très malin de leur part, c'est que les chercheurs ont fait quoi? Ils ont entraîné chaque individu avec les deux modalités. Sur une jambe, ils faisaient mollet debout et sur l'autre jambe, ils faisaient mollet assis. Donc comme ça neutralise le problème des différences entre les individus. Là, c'est très marqué, je trouve, très marqué d'observer à quel point des gens ont des gros mollets sans s'entraîner, ce qui est quand même assez propre aux mollets. On voit quand même pas autant de personnes, des fois hyper musclées des mollets et hyper musclées du grand dorsal ou des pecs sans en faire. Donc les mollets, c'est particulier. Donc en entraînant chacune des modalités sur chacune des jambes, sur une des deux jambes, pardon, de chaque individu, ça neutralise les différences entre les gens. C'est drôlement malin. Quel protocole ont subi les participants de l'étude? D'abord, ils étaient 14, 7 hommes, 7 femmes, donc respect de la parité, ce qui est exceptionnel en sciences du sport. Ce qui est moins exceptionnel, c'est que malheureusement, ce sont des sujets non entraînés en musculation, ce qui pose quand même un souci, parce que autant pour avoir 14 athlètes de haut niveau, ça peut être compliqué, mais autant 14 personnes non entraînées, c'est quand même très facile à obtenir. Donc là, ils auraient quand même pu gonfler l'effectif. Voilà, vraiment, c'est très dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? 12 semaines d'entraînement, je disais, 2 séances semaine, 5 séries de 10 répétitions à 70% de 1 répétition maximale, récup 2 minutes entre chaque série, pied en position neutre, soit sur une patte, mollet debout, et sur l'autre patte, mollet assis à 90 degrés d'angulation du genou. J'allais oublier, quel a été le rythme, le tempo d'exécution de cet exercice du mollet? Eh bien, c'est 2 secondes sur la descente, sur la phase excentrique, et 2 secondes sur la montée. On a mesuré l'hypertrophie via
l'IRM. Le résultat est clair, net et précis. L'hypertrophie a été supérieure pour les gastro internes et externes lors de l'exercice, devinez quoi, du mollet debout. Pas de différence, par contre, en ce qui concerne le solaire. Ce qui revient à dire donc que l'exercice du mollet debout est supérieur pour renforcer 2 des 3 chefs du triceps sural. Une autre façon encore de le dire, c'est que renforcer ces muscles du triceps sural sur des grandes longueurs, puisque mollet debout veut dire verrouillage du genou, donc grande amplitude, grand étirement, en tout cas étirement supérieur au mollet assis, où vous avez donc la flexion du genou, donc moins d'étirement en valeur absolue, si on peut dire, puisqu'on neutralise, lorsqu'on fait les mollets assis, on neutralise une partie de l'étirement des gastro en fléchissant le genou. Quelles sont les limites que je trouve à cette étude? La première, c'est l'effectif. 14 personnes non entraînées en musculation, c'est quand même très peu. Comme je disais en introduction, autant c'est difficile d'avoir des athlètes de haut niveau. Donc on justifie un faible effectif quand on a des athlètes de haut niveau en disant c'est dur à obtenir. Autant là, des athlètes non entraînés, c'est facile à obtenir, il y en a de partout. Donc point délicat sur l'effectif. Et ensuite, autre point délicat, mais je trouve vraiment moins délicat, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Vous savez, le groupe contrôle, c'est un petit peu la modalité où on fait quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire. Pour voir si, tout simplement, en faisant quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire, il se passe quelque chose aussi. Donc là, il n'y a pas de groupe contrôle. Moi, je ne suis pas tout à fait scandalisé par cette omission d'un groupe contrôle, mais je le signale quand même. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que quand même, cette étude, elle est drôlement intéressante. Pourquoi? Parce que, comme on le disait en introduction, tous les sports terrestres ont besoin de flexion et d'extension de la cheville. Donc, autre point à considérer, c'est que quand on fait de la préparation physique, on n'a pas énormément de temps à consacrer à la musculation. Par exemple, un coureur à pied, il a ses entraînements de musculation, certes, mais c'est minime par rapport à tout le reste. Donc, il faut toujours trouver les exercices qui ont le plus fort rendement, la plus grande rentabilité, quoi. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices polyarticulaires, pour cette raison-là. Donc, les mouvements monoarticulaires sont souvent laissés à l'abandon, et les mollets particulièrement en préparation physique sportive, mais pas évidemment en culturisme. Donc, avec tout ça à l'esprit, si on doit choisir qu'un seul exercice pour hypertrophier les mollets, on choisit les mollets debout, parce qu'ils ont un résultat supérieur aux mollets assis, en tout cas pour le gastro interne et externe. Donc, c'est une très bonne étude préliminaire qui va vous servir quand vous écrivez vos plans d'entraînement. Si vous devez faire des choix, prenez en première intention les mollets debout. C'est eux qui ont le plus haut niveau, on va dire, de rentabilité pour l'hypertrophie. Dernière chose pour cette vidéo, on n'a pas d'informations sur la force et la puissance. On n'a que l'hypertrophie. Alors on pourrait dire, mais qu'en est-il de la force et de la puissance? Moi, ça ne me choque pas non plus là qu'ils n'aient pas tout pu mesurer. On postule quand même avec un fort niveau de certitude que plus on augmente l'aire de section transversale d'un muscle, donc son volume, plus l'hypertrophie est importante, plus on a un potentiel de force important. Toute chose étant égale par ailleurs, plus on est musclé, plus on a de chances d'être fort. Il suffit de voir les performances de force des haltérophiles en fonction de leur catégorie de poids. Le record du monde est supérieur pour des gens qui pèsent 100 kg que pour des gens qui en pèsent 70. Donc voilà, l'hypertrophie, c'est la base du futur développement de la force. Donc mesurer que l'hypertrophie, pour moi, c'est pas choquant. Donc je trouve cette étude très enthousiasmante. Elle nous aide à réfléchir et à nous poser les bonnes questions sur quel exercice mettre quand on n'a pas à notre disposition des athlètes qui peuvent faire plein d'exercices monoarticulaires.